Alors ça fait un peu de pression pour un samedi matin, une présentation comme ça, à peine réveillé. Merci pour l'invitation. Béatrice et moi sommes extrêmement organisés. Donc en fait, j'ai pas prévu quelque chose d'extrêmement formel. Je vous ai pris quelques slides, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment juste l'idée d'illustrer un petit peu quelques idées. Malgré cette très gentille présentation que tu as faite, moi je vais pas venir vous donner des conseils. Je vais simplement vous raconter un petit peu moi comment je vois les choses. Effectivement, qu'est-ce que je fais dans ma boîte, comment je vois le marché du travail. Effectivement, alors pour le coup, ce qui est sûr, c'est que moi je suis un switcher devant l'éternel, donc au moins je peux peut-être vous parler de ce que vous êtes en train de faire. Et puis effectivement, je ne vais pas vous donner des conseils, mais je vais vous donner vraiment des éclairages sur un peu la façon dont moi je vois les choses. Donc là, on va faire les 3 minutes égotiques, où je vais vous parler de moi et me présenter pour essayer de moi-même me convaincre de pourquoi tu m'as proposé de venir. Donc moi, je suis effectivement patron d'une boîte, un peu une success story française. On a créé une boîte il y a 10 ans avec 2 associés. Et aujourd'hui, la boîte fait 600 collaborateurs. On est leader en Europe. On a à peu près 10 millions d'utilisateurs sur notre plateforme. Et la plateforme, on est dans une centaine de pays. Et la plateforme ne vise qu'à une chose, c'est permettre aux gens de réaliser leurs rêves. Donc ça, c'est un début d'explication de peut-être pourquoi tu m'as proposé de venir. En un mot, comment un logiciel peut permettre de faire ça, et rassurez-vous, je ne suis pas là du tout pour vous vendre la solution. En fait, l'idée, c'est de redonner la parole aux gens qui bossent et d'essayer de faire du travail non pas une obligation pour un gagne-pain, mais une opportunité pour s'épanouir. Et c'est possible aujourd'hui sur le marché de l'emploi si on redonne la parole à chacun et on permet à chacun justement non plus de construire une carrière, mais d'aller designer, concevoir une succession d'expériences. Et ce que j'espère, c'est que mon logiciel permet justement de redonner la parole à tous les gens qui travaillent dans les entreprises et d'arriver un peu à la façon de couturier, de concevoir justement leur expérience de travail au travers de souhaits de mobilité, de souhaits de formation, de développement de compétences, de faire savoir leur savoir-faire, tous ces termes un peu marketing, c'est ce que la plateforme essaye de faire. Alors un petit peu avant ça, j'avais créé une boîte de conseil en management qui ne visait qu'à une chose, permettre aux gens de s'épanouir et sortir ce qu'ils avaient dans le ventre. Et encore avant ça, en fait, j'ai un doctorat d'informatique en intelligence artificielle. Et j'avais considéré, parce que je suis un garçon probablement un peu tortueux, que l'intelligence artificielle était la façon la plus simple d'essayer de comprendre comment l'humain fonctionnait, comment il prenait des décisions, comment il réfléchissait, comment il collaborait avec les uns les autres. Et effectivement, pendant le temps que je faisais cette thèse d'informatique, je faisais aussi de la musique. Voilà, parce que c'est un grand rapport. Et je vous expliquerai justement un petit peu dans ce qui me concerne. Je ne suis pas du tout à l'endroit où je pensais être, mais pas du tout. En gros, quand j'étais petit, je voulais juste une chose, ne pas travailler dans un bureau, ne pas avoir d'horaire et ne pas jamais porter de costard. Ce qui est un échec complet, parce que c'est vraiment ma vie de tous les jours. Mais petit à petit, j'ai fini par comprendre, j'ai 42 ans, au bout de 42 ans, je commence à comprendre pourquoi je suis là et que finalement, je ne suis pas si loin du rêve que j'avais quand j'étais gosse. Donc voilà, je ne vais pas vous rassurez-vous, ce n'est pas ma biographie avant l'heure, je vais juste illustrer quelques points me concernant pour dire qu'en tout cas, c'est pas grave d'être un switcher. Ça fait peur, mais en même temps, je pense que c'est aujourd'hui le cas de beaucoup de personnes. Je parlais juste à quelqu'un avant qu'on démarre qui disait c'est fou, en gros, c'est le bordel, il y a peu de gens heureux dans leur travail. C'est vrai que moi, j'ai créé ma première boîte donc, à 27 ans. Alors le titre, vous aurez remarqué, comment réaliser l'impossible. Premier conseil pour réaliser l'impossible, il faut essayer de ne pas penser que c'est impossible. Et donc moi, à 27 ans, je trouvais ça assez malin, étant donné que j'avais jamais mis les pieds dans une entreprise, de créer une boîte de conseil en management. Ça paraissait assez cohérent, ça me paraissait logique. J'étais un pur produit de la fac, je veux faire de la musique, je me suis dit, créer une boîte de conseil. Mais vu que j'avais aucune idée que ce n'était pas possible, effectivement, ma boîte avait plutôt bien marché. J'ai commencé avec Apple, qui n'était pas avare de trucs impossibles non plus. Et du coup, pendant 6 ans, je les ai suivis. Et donc, l'idée, en fait, c'est quoi ? C'est de se dire d'abord que moi, quand j'ai créé cette boîte en 2001, mes parents, les premiers, disaient « t'es complètement con, t'es docteur, t'es bac plus 8, et tu vas agir comme si, en gros, tu n'avais pas fait d'études, tu repars de zéro. » Et c'est vrai que je gagnais 600 balles par mois, 600 € par mois, quand mes potes sortant de doctorat gagnaient 5 fois ça. Et ils me disaient « il ne faut surtout pas faire ça, la sécurité, c'est de travailler dans une entreprise. » Déjà, honnêtement, pour vous, c'est un peu plus facile aujourd'hui. Parce que c'est un tel bordel sur le marché de l'emploi
que le truc le plus hype qu'on puisse faire en ce moment, c'est créer sa boîte. Et les parents qui ont mon âge de gamins aujourd'hui disent « Bon, de toute façon, si tu veux être tranquille, le plus sûr, c'est de créer ta boîte. » Donc déjà, rien qu'en 15 ans, le marché de l'emploi a totalement changé. C'est vrai qu'il c'est pas la peine de se rappeler des nuits debout et de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est sur un marché plus incertain. Donc déjà, la prise de risque, parce que faut pas se mentir, qui considère dans la salle qui est en train de prendre un risque aujourd'hui en effectuant un switch? Quand même quelques personnes. Et puis votre entourage, je pense peut-être aussi les parents, les amis, les conjoints, conjointes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as un job stable, tu vas pas tout foutre en l'air, joue la sécurité. Bon, la sécurité aujourd'hui, c'est plus difficile à définir. Et puis aussi, il y a un autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a 1000 façons de travailler. Alors, je ne vais pas vous faire, ça c'est ce que je fais dans les conférences, puisque les RH ne sont pas les plus innovants du monde. Finalement, aujourd'hui, c'est le zéro frontière. On peut travailler de n'importe où. J'espère que je n'ai pas vexé des RH dans la salle, qui sont mes clients. Je suis désolé, moi. Je vous adore. Mais il faut bien reconnaître que c'est un peu lent quand même. Et parfois, effectivement, on en est simplement à discuter sur oui, on peut travailler n'importe où, on peut travailler d'un café. Le bureau, ce n'est pas la seule option pour travailler. C'est un lieu pour se rencontrer, c'est un lieu d'utilité sociale. Mais on peut travailler n'importe où, on peut travailler n'importe quand. Les médias sociaux nous ont complètement ravagé le cerveau, puisqu'ils nous ont donné l'impression depuis une dizaine d'années qu'on pouvait tout faire, qu'on était libre de créer, libre de communiquer avec qui on voulait, libre d'aller pinguer le président de sa boîte sur LinkedIn, là où avant, il fallait 17 niveaux de validation. Bref, les médias sociaux dans notre vie réelle, dans notre vie personnelle, comme le dit Seth Godin, c'est la révolution des amateurs professionnels. Moi, j'étais effectivement musicien, comme le disait Béa. J'ai couru les maisons de disques. Vu que vous ne me connaissez pas, vous devez vous douter que je n'ai pas réussi. Mais par contre, il y aurait eu MySpace à l'époque. Déjà, je n'aurais pas été obligé de courir les maisons de disques pour commencer à me faire entendre. Et puis aujourd'hui, avec YouTube, je me suis dit, je m'en fous, je vais me produire, je vais me faire entendre. Tout ça, ça nous a complètement ravagé le cerveau. Parce que maintenant, quand il y a un manager qui est en train de nous expliquer qu'on n'a pas le droit de parler à un tel, qu'on n'a pas le droit de faire ci, ou qu'on n'est pas autorisé à faire ça, on le regarde en disant, mais de quoi tu parles? Dans quel monde tu vis? Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, là où vous ne prenez pas de risque non plus, c'est que de toute façon, non seulement on est sur un marché du travail incertain, mais en plus, les entreprises sont en train de connaître une mutation qui les dépasse complètement. Les managers ne savent plus finalement qu'est-ce que c'est vraiment que manager. Les RH ne savent plus exactement, on n'arrête pas de leur dire que la robolution, l'avènement des robots va transformer 40% des emplois. On n'arrête pas de leur dire que d'ici à 2020, peut-être 40% de la force de travail sera composée d'auto-entrepreneurs, de freelancers. Donc les RH se disent, mais moi, ça va être quoi mon job au milieu des robots avec des gens qui ne travaillent plus dans la boîte? On est là, quoi. On est là, c'est vrai, c'est un gigantesque bordel. On est tous un peu perdus. Et donc finalement, le premier message que j'ai envie de partager avec vous ce matin, c'est non seulement c'est pas grave d'être là, c'est pas grave de se poser des questions, mais en fait, en réalité, aujourd'hui, c'est presque d'utilité publique, puisqu'il y a une quête de sens qui est en train vraiment, un vent qui est en train vraiment de souffler dans toutes les entreprises. Et moi, pour vous dire, alors pour le coup, qui ai recruté plusieurs centaines de collaborateurs, ce qui est marrant, c'est qu'au début, même de ma boîte, il y a 10 ans, les questions, c'était c'est quoi le job? Donc, donne-moi la fiche de poste, et puis je vais gagner combien? Et puis, c'est quoi le next step en termes de carrière? 10 ans plus tard, c'est déjà, on arrive, ouais, ça a l'air sympa ici, en termes de culture, c'est plutôt quoi déjà, en termes de culture, c'est plutôt quoi? Et 10 ans, c'est pas vraiment le sujet. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est possible que je trouve un alignement entre ce que je suis et les comportements qui vont être les miens dans l'entreprise? Et ça, on sent que c'est le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire cette quête de sens dont on entend parler tout le temps dans toutes les confs et autres, moi je l'ai senti se traduire au moment du recrutement par comment je vais pouvoir me comporter. Question numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Qu'est-ce que je vais pouvoir être et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et on ne pense plus en termes de carrière. Le mot poste est banni. La question, c'est quelle mission je vais pouvoir prendre? Sur quel projet je vais pouvoir m'impliquer? Et quand tu parlais des slashers, en fait, il n'y a plus que des slashers. C'est-à-dire que vous embauchez un responsable, je sais pas, un dev informatique, et il va vouloir participer à des phases d'avant-vente parce qu'il veut rencontrer des clients. À l'inverse,
vous embauchez un commercial et vous voyez que le mec s'est inscrit à l'école 42 parce qu'il veut aussi apprendre à coder pour comprendre comment c'est fait. Et si vous expliquez à un commercial que il pourra faire des vies ma vie dans la boîte, parce qu'on aime bien justement échanger et comprendre un peu le travail des uns et des autres, à ce moment-là, vous êtes en train de dire à cette personne, si tu es curieux, on est dans une culture où je ne vais pas te cantonner à un job justement, je vais te faire vivre des expériences. Et ce que je sens aujourd'hui sur le marché de l'emploi, c'est qu'on est en quête d'une expérience de travail. Et on veut que cette expérience soit unifiée. On veut réconcilier ce qu'on est, ce qu'on a dans le ventre, avec ce qu'on va faire toute la journée. Alors, moi, il se trouve que c'est mon obsession de toujours. Moi, quand j'étais petit, je ne voulais faire qu'une chose, c'était arriver un peu à colorier finalement la vie des gens, parce que je trouvais que l'environnement de tous les jours était un peu triste. Et je voulais arriver à faire que chaque seconde que je passe soit une seconde où je suis pleinement moi-même. Et pour moi, le chemin, c'était la musique, parce que je m'intéressais à la musique. Et pour moi, le chemin, c'était la musique parce qu'on allait vivre en bande. On allait vivre dans un collectif. Et puis pour moi, c'était la musique parce que je voulais aussi être créatif. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais un projet initial, comme vous probablement. Moi, il a été, pour le coup, je ne sais pas pourquoi, assez clair tout petit. Je savais vraiment tout petit comment je voulais vivre. J'avais traduit la musique. La musique n'a pas marché. Du coup, j'ai switché de force. J'ai été obligé de regarder d'autres façons de réaliser mon rêve, d'être créatif, de vivre un peu en bande et de colorier la vie des gens. Et aujourd'hui, par exemple, avec Talentsoft, je vis dans une bande de 600 personnes. Alors moi, j'avais plutôt en tête les bus où on faisait des concerts, on était 10 dans le bus. Bon, là, il faut un gros bus de 600 personnes. C'est un petit peu moins fun que jouer de la musique, il ne faut pas se mentir, mais créer un logiciel, créer une nouvelle expérience de travail, c'est aussi de la création. Et puis colorier la vie des gens, comme je vous le disais, c'est ma mission sociale. Donc finalement, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est la notion d'impossible. Déjà, il va falloir la dépasser complètement, s'en foutre. Et c'est vraiment, il n'y a plus rien d'impossible aujourd'hui. C'est vous qui allez fixer vos limites. Et ça, aujourd'hui, tous les jours, on le voit. On voit des gamins de 20 ans qui n'ont plus aucune conscience de c'est impossible ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres gamins de 20 ans qui sont valorisés 3 milliards en bourse en ayant fait un logiciel. Ou moi, je connais bien Alexandre Malch, vous savez, de Melty, qui est souvent maintenant, je suis très jaloux d'ailleurs, il est dans le GQ, il est dans les soirées Canal+. C'est juste un gamin en sweat à capuche qui a eu une idée, il disait « Moi finalement, ça me manque, quand je grandis, je ne peux plus mettre des posters sur mes murs comme j'avais dans ma chambre, je ne peux plus projeter mon univers. » Et il a créé une plateforme pour que les ados projettent leur univers. Aujourd'hui, c'est la plateforme d'information probablement numéro 1 qui s'appelle melty.fr des jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Il avait un projet de départ, il l'a suivi jusqu'au bout. Vraiment, il n'avait aucune idée de possible, pas possible, il avait une intention. Alors, on va tout de suite regarder un peu la presse, et juste pour vous faire marrer aussi ça, qui a une idée de ce que c'est que cette scène? Une idée de qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est une femme qui allait se marier, qui allait retrouver son cher et tendre pour se marier, et on lui a dit en bas de la falaise, ou du pic, tu vas pouvoir te marier, mais ton mari t'attend là-haut. Donc si tu as vraiment envie de te marier, démerde-toi. Ça va être un peu vous. Vous savez pas forcément où est la mariée, où est le marié. Vous savez juste qu'il va probablement falloir crapahuter ça. Vous savez juste que là, elle n'était pas dans la meilleure situation pour monter ça, elle est en robe de mariée. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais la seule chose qui va vous importer, encore une fois, la seule chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'introspection dont tu parles, c'est qu'est-ce que vous avez là? Et c'est ça qu'il va essayer de trouver. La première chose que j'ai envie de vous raconter, c'est qui connaît Seinfeld dans la salle? Voilà, vous avez deux, trois idées de... Seinfeld, c'est un comédien qui faisait des sitcoms, enfin, qui faisait du stand-up à Los Angeles dans la fin des années 80. Et il a vraiment un humour particulièrement à lui. Pour un faux Gad Elmaleh, je ne dirais pas qu'il lui a tout pompé, mais en tout cas, il a été bien inspiré de Seinfeld et Gad Elmaleh d'ailleurs a fait un spectacle avec lui, c'est vraiment son idole reconnu. Seinfeld, il est arrivé lui avec un truc marrant. Il s'est dit, moi j'ai envie de faire une sitcom un peu particulière. J'ai envie de faire une sitcom à propos de rien. J'ai envie que ça raconte rien. Donc c'est le show about nothing. Ça, c'est l'idée initiale de Seinfeld. À une époque, à la fin des années 80, où tous les shows racontent quelque chose. Alors, en général, des histoires hautement élaborées, façon Santa Barbara. Mais néanmoins, ça raconte quelque chose. Il y a une suite d'un épisode à un autre.
Et son projet, Seinfeld, c'est non, moi je vais faire un show sur rien. Et évidemment, il s'est fait jeter de toutes les maisons de production comme vous pouvez l'imaginer. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a une qui soit intéressée par ce show à propos de rien. Et lui, il a tenu bon. Il raconte dans la sitcom qui a eu 9 saisons, à un moment donné, il y a une introspection et il raconte dans la sitcom ce qu'il a vécu. Et il raconte que tout le monde a essayé de lui faire quelque chose, justement. Il disait, non mais il faut que ça raconte quelque chose. Il dit, non, non, ça va raconter rien. Sauf que pour faire un show à propos de rien, c'est 70 pages de scénario par épisode, quand les shows qui racontaient quelque chose, c'était plutôt 25. Ça veut dire que pour réaliser son projet, parfois, aussi aberrant soit-il, en fait, ça va demander un travail hallucinant. Pour la petite histoire, ça a payé, puisque c'est la sitcom qui a été la plus regardée aux États-Unis, dont, c'est sûrement parce que je suis vieux, mais je considère que les Friends, que les How I Met Your Mother se sont largement inspirés de lui et lui ont tout pompé. C'était pas 4 trentenaires, 35 ans, c'était 6 trentenaires dans 2 appartements, pas dans un, mais bref, Friends, c'est vraiment une ressucée de Seinfeld. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il s'est accroché à son idée. Et qu'est-ce qui faisait la particularité de Seinfeld? Sa vision du monde. Ça, à date, là, tout de suite, qui se sent un petit peu paumé aussi quand même, ne sait pas exactement, il veut switcher mais il ne sait pas vers quoi. Bon, t'as du boulot aussi. Désolé, je pose la question quand même, moi je savais à peine qu'est-ce que c'était ce matin, donc je me renseigne, je m'intéresse. Ce qui est sûr, c'est que votre bien le plus précieux, là tout de suite, à 10h20, un samedi matin, c'est votre vision du monde. Ce que je peux vous souhaiter, au travers de ce programme-là, c'est de voir où est-ce que vous avez posé votre appareil, votre angle de vue. Pour le coup, vous allez dire que je me réfère beaucoup à la pop culture, hein, je suis désolé. Luc Besson, à l'époque, où il faisait plutôt Léon et Nikita hein, que les Yamakasi 14, expliquait qu'en en fait, il adorait Darius Khondji, qui est un cadreur, un photographe, et il disait « Moi, j'aime les cadres, parce que les cadres, c'est la façon de regarder le monde des gens. » Et la façon de regarder le monde, à date, c'est ce que vous avez le plus précieux. Ce qui fait que vous vous retrouvez là sur moi aujourd'hui, c'est que votre façon de regarder le monde ne coïncidait plus avec la façon dont vous évoluez dans le monde. Vous voyez les choses différemment, et avec l'angle de vue qui était le vôtre, vous ne pouvez plus continuer comme vous le faisiez. Et cette vision du monde, ce prisme, ce cadrage, cet angle, ça j'en suis certain, c'est ce que vous avez de plus précieux. Parce que Seinfeld, pour le coup, je reviens à cette histoire-là, la façon qu'il a de regarder le monde, c'était la base de son humour. La façon qu'il avait d'appréhender le renouveau de la télé et une histoire à propos de rien, c'était sa vision du monde. En quoi il a eu raison? Pourquoi je vous ai parlé de Seinfeld, dont on se fout pas mal? C'est qu'il a tenu bon. Et s'il n'avait pas tenu bon et qu'il avait fait une histoire à propos de quelque chose, c'est sûr qu'on n'en parlerait pas comme on en parle aujourd'hui, comme d'une référence. Donc, votre vision du monde, votre angle, c'est ce que vous avez de plus précieux. La petite inquiétude peut-être que vous avez tout de suite, c'est que vous ne savez même pas encore exactement comment définir cette vision du monde. Si je vous le demandais là, vous inquiétez pas, je ne le ferai pas, mais qu'est-ce qui fait votre particularité? Moi, je peux vous dire encore une fois, juste pour illustrer, moi, pour 1000 raisons personnelles, familiales et autres, hein, je ne vais pas m'allonger sur le divan, mais même s'il y en a un très sympa derrière, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été consterné par le fait qu'on puisse littéralement gâcher sa vie, passer 45 ans maintenant de sa vie, 10 à 12 heures par jour, à faire quelque chose dans lequel on soit malheureux, en espérant que 45 ans plus tard, on aura accumulé assez d'argent pour être heureux. Et je pense que malheureusement autour de nous, tous, on est tous assez vieux pour avoir connu des potes, des gens de la famille, qui n'ont pas eu la chance d'arriver jusqu'à là. Et moi, j'étais sidéré de voir mes parents le dimanche soir, le nœud au ventre avant de retourner au boulot, et le vendredi soir, un soulagement comme s'ils sortaient des mines de pharaon. Donc j'avais une sorte de prisme, d'où la musique pour moi représentait ça, c'était non, on doit apporter quelque chose, on doit trouver sa singularité, on ne peut pas rentrer dans un système, on ne peut pas rentrer dans un tunnel de 45 ans. Il faut arriver à regarder les choses en se disant qu'est-ce qu'il y a pour moi justement dans ce monde? Et moi, j'essayais toujours de voir en quoi ça pourrait me concerner ou pas. Et je me suis dit finalement, moi, ce que je veux, c'est sortir ce que les gens ont là. Ça ne me dérange pas de mourir vieux, jeune, ça ne me dérange pas de devenir ultra célèbre ou un musicien complètement confidentiel. Je m'en fous. Je veux juste arriver à exprimer ma vision du monde et faire le mieux que je pourrais faire.
Et cette vision du monde-là, il va falloir d'abord la trouver, votre angle de vue. Intéressez-vous à Darius Khondji, encore une fois ce photographe, intéressez-vous aux photographes en général. Vous verrez que tous expriment un prisme, leur vision du monde. Aujourd'hui, essayez de trouver votre angle de vue. C'est ce que je vous souhaite. Toute l'introspection, tout ce qu'on va vous amener à faire, c'est pour trouver cet angle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière donc, cet angle de vue, cette singularité, le mot, à mon avis, reviendra quelquefois dans le programme, s'il n'est pas déjà apparu, cette singularité, c'est ce qui fait que vous êtes absolument unique, et vous l'êtes, c'est sûr. La question, ce qui vous amène probablement à être là, c'est que justement, peut-être que vous ne vous sentiez pas si unique que ça, peut-être que vous, parfois, moi c'est l'impression que j'avais quand je voyais les gens bosser dans ma boîte de conseil notamment, j'ai l'impression d'être dans les temps modernes. Tout le monde fait la même chose, et puis il faut bien voir, la pression ne s'applique pas qu'au travail. C'est si vous n'avez pas, à mon âge, 3 enfants, une caravane, un chien et un plan de retraite, vous avez raté votre vie, quoi. On est un peu dans ce schéma-là, donc on est dans un monde qui va contre la singularité. C'est plutôt, encore une fois, moi ça m'a choqué dans Matrix, on est tous dans une petite bulle, enfermés comme ça, à fournir du courant. Alors c'est pas, je ne suis pas un anarchiste forcené, hein. Je dis juste qu'on a le sentiment de pédaler pour un système qui, évidemment, ne vous pousse pas à trouver votre singularité. Et la singularité doit servir à quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand je me suis dit, moi je ne supporte pas cette idée d'être dans les temps modernes, d'être dans un cocon à fournir du courant pour un système qui se fout pas mal de ma singularité, l'intention que j'ai projetée, c'est de me dire, je dois participer, je dois aider à trouver, je dois aider les gens à trouver ce qu'ils ont là et à l'exprimer. Et donc ça a commencé par moi. Donc ça, je reviens sur le prisme, il faut être très honnête vis-à-vis de soi. Ne vous mentez pas. Ça ne sert à rien de vous mentir, vous allez vous planter. Et le premier que vous allez trahir, donc c'est vous. Et le premier qui en pâtira, c'est vous. Soyez honnête. Si vous avez envie d'être boucher, plombier, sculpteur, comptable, peu importe ce que les autres vous pensez de ça, peu importe. La question c'est, qui êtes-vous ? Et quelle intention vous allez projeter? Et soyez honnête. Et d'ailleurs, vous le savez, vous connaissez la petite maxime, si on vous disait que c'était possible, que tout était possible, qu'est-ce que vous feriez? Et là, ça devient marrant. Parce que si on ne vous pose pas la question, imaginez que tout était possible, qu'est-ce que vous feriez? Vous allez choisir parmi les possibles. Et déjà, vous allez commencer à vous trahir. Moi, si effectivement, au démarrage, j'avais démarré en disant... en fait, nous, on avait, avec mon associé, sur un coin de table, parce que je ne vous mens pas, je suis très désorganisé et j'ai suivi 0 seconde dans ma vie de cours d'entrepreneuriat, d'économie, de finance, de rien du tout. Donc, on était comme 2 cons, on s'est dit, en fait, la boîte, elle fait ça, on va vendre un logiciel, ça va être à peu près tant. En fait, on n'a qu'à se dire qu'en 2013, on fera 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en progressant de cette façon-là, sur un coin de table. Le jour même où je crée ma boîte, ça va faire 10 ans, le 7 mai 2007, je pars au Népal pour une assoce et je raconte à mon camarade de chambrée, je viens de créer une boîte et tu sais quoi, donc en 2013, ça fera 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est cool parce que peut-être que je pourrais arrêter et tout. Le mec me regarde, genre, il est complètement con. Sauf qu'en fait, c'était mon intention. Contrefoutait de savoir, ça se peut pas, mais c'est pas comme ça qu'on fait un business model, c'est pas comme ça qu'on fait... Je m'en fous. Mon intention... C'était plutôt l'intention de mon associé, c'était 30 millions. Moi, mon intention, c'était d'offrir une alternative, encore une fois, sur le marché de l'emploi et fluidifier le marché de l'emploi, construire une expérience de travail différente et aider les gens à trouver ce qu'ils ont là. Quelle est votre intention? Je peux vous poser la question différemment, parce qu'une fois que je vous dis quelle est votre intention, ça ne sert strictement à rien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous frustrent? Je peux vous dire, par exemple... c'était rigolo, après vous en pensez ce que vous voulez d'Uber, hein, c'est pas la question, s'il y a des taxis dans la salle, je m'excuse par avance. Mais Travis Kalanick, qui était aux États-Unis il y a 2 ans en Dreamforce, et j'ai assisté à son pitch, il disait, moi ça me fait chier d'attendre plus de 5 minutes pour avoir un taxi, et ça me fait encore plus chier que tout le monde veuille posséder sa voiture au moment où on est en train de polluer la planète, au moment où il n'y a plus de place, et il était contrarié, il supportait pas. Ce moment où vous ne supportez pas quelque chose, c'est peut-être que ça vous touche, vous. C'est votre prisme, c'est votre angle de vue. Vous avez vu quelque chose que d'autres n'ont pas vu. Vous êtes énervé par quelque chose que les autres ne sont pas énervés. La patronne de Never Eat Alone,
j'imagine, c'était un peu cette femme qui devait manger toute seule au resto d'entreprise ou à la cantine. Elle était énervée par ça. Et elle était suffisamment énervée et frustrée pour se dire « Tiens, je vais faire une appli ». Et je peux vous citer, je fais partie d'un ou deux incubateurs, tous les gamins que je vois aujourd'hui créer une boîte, tous, c'est égoïste. Ils ont commencé à créer une boîte pour répondre à quelque chose qui les énervait eux. Ce quelque chose qui les énerve, c'est probablement en lien avec votre vision du monde et ça a peut-être quelque chose à voir avec une intention que vous devez projeter. Pour un mec qui n'a qu'une obsession, quand j'étais en 98, je faisais mon stage de DEA, parce qu'à l'époque, c'était pas Master 2. Mon stage de DEA consistait à aller donner des interviews à l'INSEP, qui est un institut de sport. J'allais interviewer des coachs et des joueurs de basket pour savoir comment on pouvait identifier des joueurs de talent. Donc, quand je vous parle d'une long-term obsession, d'un truc très obsessionnel, je vous parle de ça. C'est-à-dire d'un truc que ça vous a toujours énervé, c'est là, ça vous gêne, et ça vous gêne vous plus qu'un autre. Ce moment où vous sentez que ça vous gêne vraiment, et ça vous gêne plus que ce que ça va vous gêner de faire des efforts, de passer au travers de tout ça, et de ces grands moments de solitude, si vous créez une boîte, si vous avez un projet ou si je ne sais quoi, ça veut dire que c'est le bon moment pour basculer. Ça veut dire que c'est peut-être là-dessus que vous devez projeter une intention. Et vous savez, là je me réfère, certains ici connaissent, le scénariste Aaron Sorkin parle d'intention et d'obstacle. Dans tous les films, il explique que toute la tension d'un film part du fait que le héros, à un moment donné, projette une intention. Quand on a Piège de cristal, l'intention, c'est de sortir de l'immeuble. Quand on a Piège de cristal 2, l'intention, c'est de retrouver la femme qui est dans l'avion. Et quand on a Piège de cristal 3, l'intention, c'est que New York explose pas. En fait, c'est ça le point. C'est qu'à un moment donné, vous allez projeter une intention. Et la clé, comme on vient de le voir à l'instant, c'est qu'il va y avoir un millier d'obstacles. Les obstacles, probablement, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Qui ne voit aucun obstacle à son switch dans la salle? Levez la main bien haut. Super. Les obstacles d'un switch, y en a un d'obstacle, hein, c'est l'argent. C'est un obstacle. C'est-à-dire que qui est en poste en ce moment il y a quand même une majorité de personnes. Voilà, c'est-à-dire que vous voulez faire autre chose. Est-ce que vous êtes prêt à un moment donné, faire le pas et prendre le risque de rupture conventionnelle, chômage, voire pas d'argent, voire... Moi, je vous rassure, là aussi, je me permets de vous le dire, je venais pas d'une famille riche, j'ai eu jusqu'à 3 huissiers au cul dans mes différents switches. Donc, je veux dire, dans l'argent, je vois de quoi on parle quand on parle de « c'est un problème ». Et quand à 32 ans, vous empruntez 20 balles à vos parents, c'est pas le summum de votre fierté, hein. Ni du glamour, ni du rien du tout. Donc, le premier obstacle, c'est l'obstacle de la finance. Ce que ça a un intéressant, pas du tout de politique, hein, mais le revenu universel a cette chose intéressante, c'est que le revenu universel dans son aspect positif, pas défensif, pas on va tous mourir donc au moins on aura 500 balles par mois, non. Positif, c'est peut-être l'opportunité qu'on a de se poser la question sans avoir peur du lendemain et est-ce qu'on va manger mais finalement, quelle est ma vision du monde et quelle est mon intention? Alors le premier obstacle, c'est l'argent. Deuxième obstacle, évidemment, par rapport à un switch, c'est, en tout cas je vous parle, encore une fois, je n'ai pas de prétention d'asséner des vérités, donc je vous donne ma vision du monde à moi, c'est la vision des autres, le regard des autres. Je pense que cette pression-là est très, très compliquée. Encore une fois, quand j'avais mes 3 huissiers au cul, à 32 ans, mes parents, évidemment, me disaient « Mais pourquoi tu ne travailles pas ?» Entre parenthèses, j'étais juste patron d'une boîte de conseil qui accompagnait des Apple, des Microsoft, des Coca. Mais vu que parfois, les Microsoft, les Coca, ils n'avaient pas d'affaires pour moi, j'avais donc quand même des huissiers au cul. Mais le truc, c'est l'obstacle, c'est comment expliquer aux autres « Je t'assure, je vais réussir ». À 32 ans avec les huissiers au cul, il faut y croire quand même. Donc, à quel moment aussi on lâche? Quand je dis que le premier obstacle, c'est soi-même, à quel moment on va lâcher? Moi, à un moment donné, j'ai lâché la musique, vous l'aurez noté, puisque je fais la musique à titre perso, mais je ne vais plus courir à la maison de disques. Il y a un moment donné où on ne lâche pas. Il ne faut pas lâcher parce que les autres vous y ont forcé. Il ne faut pas lâcher parce que vous n'y croyez plus. C'est une mauvaise raison. Il faut savoir pivoter. Alors ça, je vais y venir juste un peu après. Donc on va y venir. Les obstacles, il y a le bon obstacle, c'est le fric, la vision des autres. Tout ça, c'est les obstacles que vous avez aujourd'hui. Il ne faut pas trop s'en préoccuper. C'est pour ça que j'ai les slides, je suis très désorganisé, mais les slides ont un ordre extrêmement important. C'est de l'ordre du mantra. C'est sa vision du monde, son intention,
Et puis après, qu'est-ce qui va m'empêcher de réaliser mon intention? Ces fameux obstacles. Vous allez au cinéma, si ça démarre dans une série, il y a un couple qui se met ensemble, et vous les voyez au parc le samedi après-midi, au cinéma le dimanche soir, manger, tout ça, et que rien ne risque de les séparer, vous vous en foutez quand même complètement, il faut bien le dire. Bah, si on paye 10 balles pour aller au cinéma et voir ça, profitez. Essayez de développer un petit peu de recul par rapport à votre vie, et essayez, je vous assure, de trouver cette dimension ludique en disant alors, qu'est-ce que l'univers va m'envoyer pour m'empêcher de réaliser mon intention? Et je vous assure que l'univers n'est pas avare de bonnes idées pour vous faire trébucher. Donc essayez de prendre un vrai pas de recul. Là, je sais aussi, je connais tes lectures, je connais les lectures de Clara et du Switch en général, je pense que ça fait partie du programme. Prendre ce pas de recul et de voir ce qui empêche de réaliser son rêve. Moi, je vous en donne un actuellement. J'espère qu'il n'y a pas de clients de Talentsoft dans la salle. Ah si, d'accord. C'est une super boîte. Hein. Vous êtes de quelle entreprise jusque... Unibail. Ah bah oui, d'accord. Et vous? Alors, ça va être Extra Bio TV. Ouais, ok. Ça marche. Alors, bah, je vais vous donner un petit secret. Il y a un petit obstacle aujourd'hui à Talentsoft aujourd'hui, donc qui est, bon, encore une fois, qui a bien réussi. Hein. Désolé, c'est la minute melon, mais pour dire aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, bon, on est derrière SAP, mais après, il n'y a plus personne devant. Donc, on pourrait se dire, on est tranquille à vie. Mais non, il y a plein d'obstacles. On était 200 début 2015 et on est oui, c'est ça. Non, je dis des conneries. On était 200 début 2016. On est plus de 500 aujourd'hui. Ben, c'est bête, mais recruter 300 personnes et savoir maintenir sa culture, quand la culture est le trésor de guerre, c'est un gros obstacle. Un gros obstacle à quoi? Pas à la croissance, à la satisfaction de vos clients, la satisfaction de vos collaborateurs, parce que la culture, tu m'as gentiment fait de la pub pour mon blog, j'ai fait un de mes derniers posts sur le fait que la culture, en fait, on la perd. Quand on recrute 300 personnes, c'est complètement dilué, et il faut la recréer. Puis on va la reperdre, puis on va la recréer. Alors c'est pas grave, au bout d'un moment, on s'inquiète plus de ça. Donc typiquement, la première fois que ça m'est arrivé, qu'on est passé de 10 à 20, je me suis dit, bon, c'est foutu, on n'y arrivera plus. On sera plus jamais les mêmes. Quand on a grandi et qu'on a eu 2 étages, je me suis dit, je vais plus jamais voir les gens. C'est sûr, maintenant on est dans 15 pays, donc 2 étages, ça fait moins peur. Et puis là, je vous dis ça à 500. Puis si un jour on est 1000, les 500 ne paraîtront rien. Deuxième obstacle, votre logiciel, il grossit. Puis à un moment donné, vous devez gérer ce qui s'appelle de la dette. Parce que vous ne faites pas toujours le code en bonne et due forme. Et puis à un moment donné, ce qui coûtait 2 jours à développer vous en coûte 20. Et ça, c'est un obstacle pour grandir. C'est un obstacle pour satisfaire vos clients. Des obstacles, il n'y a que ça. Donc le seul truc que je peux vous inviter à faire, c'est de vous dire, je vais m'en marrer dans quelques temps. Et c'est vrai que maintenant, quand j'ai peur, que je recrute 300 personnes et que je me dis « Merde, on a perdu notre culture », c'est vrai que maintenant, quand cette pensée vient, j'ai juste ce petit pas de recul qui est juste lié à l'expérience de me dire « Ouais, c'est pas grave, je l'ai déjà vécu 5 fois, je sais qu'on l'a perdu la culture. Mais vu que ce qui nous est le plus cher, c'est ça, et vu que notre obsession, c'est ça, on va la recréer. » Donc ce que je vous invite à faire, c'est soyez. La lucidité, c'est un des mots-clés. Hein. Lucidité par rapport à votre angle de vue, lucidité par rapport à votre intention, lucidité sur les obstacles. Même si vous êtes terrifié devant un obstacle, je vous en supplie, acceptez-le. Acceptez d'être terrifié, c'est normal. Ce que je ne supporte pas par contre, pour le coup, c'est les John McClane, les gens, les héros, ils n'ont peur de rien, tout est normal, ils ont tout géré, c'est insupportable, c'est faux. Je n'ai jamais croisé quelqu'un dans ma vie qui n'ait peur de rien. Moi, j'ai peur de plein de trucs. La question, c'est, est-ce que je peux juste avoir ce petit pas de recul pour en faire un moteur? Est-ce que tu peux juste me donner l'heure? Parce que je crois que ce n'est pas de 10h à 15h. Là. Il est 40. Ça va. Alors, comment on contourne un obstacle? Là, c'est la minute qui fait beaucoup marrer mes potes. C'est la minute référence bibliographique façon Lucchini. Alors, normalement, ce slide, c'est pour faire le malin quand les gens, à ce moment-là, se disent « Mais pourquoi on l'a invité sur scène, lui, déjà ?» Alors, je cite 2-3 références pour dire « Non, c'est quand même pour ça que vous m'avez invité. C'est que j'ai lu 3-4 trucs sympas. » Alors, je vais vous faire cette minute. Qui connaît Alfred Korzybski dans la salle? Ah, ça calme. Hein. Ah, bravo. Très bonne littérature, là. Alors, la dernière fois, j'ai posé la question et il y a un mec qui a fait une thèse sur le sujet. Je vous rassure, je ne suis pas resté très longtemps sur Alfred Korzybski. Du coup, j'ai avancé assez rapidement. Je me suis dit « Merde ». Alors, juste pour vous faire rire, Alfred Korzybski a cité cette phrase que mes potes adorent citer, « La carte n'est pas le territoire », parce qu'évidemment, je cite ça depuis 15 ans, depuis que je suis à la fac, parce que quand j'ai découvert ça,
J'ai été donc plus jeune, je lisais de la science-fiction, Van Vogt, le monde des nonas, le monde de la logique non aristotélicienne, et Alfred Korzybski est le père de la logique non aristotélicienne. Et tout ça, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'il a créé en fait une sémantique générale, c'est un philosophe russe, et ce philosophe russe, il a écrit un bouquin qui s'appelle La carte n'est pas le territoire. Ça va travailler ce week-end, vous allez réfléchir, et vous allez vous rendre compte que ça, c'est une clé très pratique pour franchir les obstacles. En gros, quel est le mal des entrepreneurs français? C'est justement, fort de notre culture ingénieure, de toute notre histoire, de vouloir faire le plan parfait, c'est-à-dire une représentation du monde parfaite. Et quand on aura cette représentation du monde parfaite, on pourra avancer et on pourra monter dans sa bagnole, mettre les clés et commencer à avancer. Ça, c'est, alors, je caricature, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est quand même un mal assez français. Alors, juste aussi pour vous faire rire, nous, on a racheté une boîte dont les patrons ont mis 2 ans à faire le plan parfait, mais ils ont cramé tellement d'argent avant de démarrer que du coup, ils n'avaient plus d'argent pour faire le plan. Alors, c'est la caricature ultime, je ne me moque pas du tout d'eux, hein, je veux dire, c'est des éminents entrepreneurs, mais c'est un truc qui est là en France, on va faire le plan parfait, vous allez faire le plan parfait, et quand vous aurez le plan parfait, vous ferez votre switch. Et on se revoit dans 30 ans, et je vous promets, vous ne l'aurez pas fait. Et encore plus drôle, si vous arrivez à faire votre plan parfait, vous serez beaucoup plus lent à faire votre plan que le monde a évolué. Donc votre plan, il sera faux. Moi, ça me détend d'une force hallucinante, Alfred Korzybski, parce que lui dit quoi? De toute façon, la carte du monde que tu vas faire n'est pas le territoire. Donc, quelle que soit la représentation du monde qu'on essaye de faire, elle est fausse. Et moi, ça me détend vraiment, ça. Ça me détend, pourquoi? Parce que moi, j'ai une autre devise, c'est tu tires d'abord et tu vises après. Donc ça, c'est pas très français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vaut mieux être dans l'action. Alors c'est plus effectivement dans les caricatures, on parle plus des anglo-saxons, qui misent plus sur le potentiel que l'expérience, qui sont plus dans l'action et après essayer de comprendre. C'est tous les trucs des startups. Du test and learn, toutes les méthodes agiles. Vous êtes abreuvé de ça, hein. Même les gens qui ne sont pas dans l'informatique entendent parler de l'agilité. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, bon, il n'y aura pas de plan parfait, il faut avancer. Donc mon conseil, et vous allez voir finalement c'est assez cohérent, vous avez une intention, c'est que vous voulez aller à Marseille. Vous avez des obstacles. Peut-être le premier obstacle, c'est que vous n'avez pas de bagnole. Vous n'avez pas assez d'essence pour aller jusqu'à Marseille. Ou alors, votre carte s'arrête à Dijon. Et après Dijon, vous ne savez plus comment aller à Marseille. Bref. La question, c'est, faites-vous une représentation le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui. S'il y a un truc que je peux vous dire que je sais faire dans la boîte, que j'ai appris à faire en 10 ans, et qui est à mon avis une des facettes du leadership incontournable, c'est de rassurer des gens qui sont par essence inquiets, qui vont vous expliquer, toujours comme vous, pourquoi c'est pas possible, pourquoi on n'a pas assez d'informations, pourquoi machin. Et donc typiquement, alors désolé, ça s'adresse peut-être à mes chers clients Talentsoft, peut-être pas, on va avoir un chef de projet, on lui a posé une question un vendredi midi, il veut avoir la réponse complète avant de revenir vers son client, et si ça prend 15 jours, il attend 15 jours. Pendant ce temps-là, le 15 jours, le client attend. Moi, qu'est-ce que je suggère de faire? Tout de suite d'écrire en disant « Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je vous promets, je vais réfléchir ». Puis mercredi, dire « Oh, j'ai toujours aucune idée. Par contre, il y a des gens qui commencent à réfléchir dessus. » « Ah, je crois que ça commence à s'éclaircir. Peut-être la semaine prochaine, je peux revenir vers vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut agir. Il faut communiquer avec le client qui en attend une réponse. De la même façon, il faut avancer. Trouver une bagnole, monter dans la bagnole, commencer à rouler. Et si vous n'avez qu'une idée sur les 20 premiers kilomètres, allez-y sur les 20 premiers kilomètres. Et puis, au fur et à mesure, la route va s'éclaircir. Mais elle ne s'éclaircira que dans l'action. Et ça, c'est la force, c'est ce qu'on voit aujourd'hui typiquement sur les applications, sur les GPS. C'est parce qu'on avance qui redessine la carte, qui vous dit « Ah bah si t'es à cet endroit-là, fais gaffe, c'est pas là où tu devais être, sur cette route-là, il y a un bouchon. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment être capable, aujourd'hui, je suis capable de prendre une décision avec très peu d'infos. Pourquoi? Parce que je suis détendu sur le fait que si c'est les seules infos que j'ai à disposition, c'est pas grave, il faut quand même agir. Donc je ferai avec ça. Ce qui ne veut pas dire que je ne continue pas, justement, d'écouter. Parce que, évidemment, si vous avez une vue sur les 20 premiers kilomètres, vous ne regardez pas les panneaux, vous n'appelez pas un pote, vous parlez à personne, qu'est-ce qui se passera au bout des 20 kilomètres?
il ne se passera rien. Vous n'aurez rien appris, vous ne saviez pas ce qui se passe après, vous ne saurez toujours pas plus. Par contre, sur les 20 premiers kilomètres, si vous écoutez, là, vous avez peut-être une possibilité de recevoir des signaux et de vous aider. Alors ça c'est exactement là où vous êtes aujourd'hui. Alors, on pourrait faire mystique, on pourrait ne pas faire mystique. Ne t'inquiète pas, je vais être plutôt pas mystique, pour pas, surtout qu'il me reste 10 minutes. Mais moi, je suis persuadé d'une chose, je l'ai toujours vu fonctionner dans ma vie en général et dans ma vie professionnelle en particulier, c'est que vous n'avez peut-être pas encore une idée très claire de votre angle de vue. Vous n'avez peut-être pas une idée très claire de votre intention, de vos obstacles. Vous n'avez peut-être pas une représentation très claire du monde. Mais si finalement vous appliquez un petit peu une recommandation que je pousse ici, à savoir la prise de recul, la détente. La détente, pourquoi? Pour être capable d'écouter. Il faut être détendu. Il faut être détendu pour avoir de la chance même. Il y a un prof de la SCP qui dit que la chance est une compétence. Pourquoi? Parce que quand vous vous levez le matin, détendu, et que vous vous dites « je sais qu'il va m'arriver quelque chose de bien aujourd'hui », vous sortez de chez vous dans cette attente, dans cette écoute. Et évidemment, le premier truc, le premier signal envoyé par l'univers qui a l'air sympa, vous êtes à l'écoute de ça, puisque vous saviez que ça devait arriver aujourd'hui. Et donc, vous allez le recevoir. Et votre carte, elle va commencer à s'étendre un peu plus. Donc votre switch aujourd'hui, vous ne savez pas, mais l'univers va vous envoyer un signal peut-être, c'est ce qui arrive, ce serait mon seul souhait, moi, par exemple, ce matin. Si j'ai éveillé une petite lumière, donné vraiment une information supplémentaire et permis à une seule personne dans la salle aujourd'hui, une seule, de faire un pas supplémentaire, je considérerais que je ne me suis pas levé pour rien, perso. Une seule, un pas. Donc je n'ai peut-être servi ce matin qu'à une personne pour un pas, mais la question, c'est qu'il y aura forcément dans votre vie des gens qui vous permettront de faire ce pas de plus. Et c'est peut-être en allant faire vos courses au Monop tout à l'heure, c'est peut-être à votre dîner de ce soir, c'est peut-être en allant voir un film, c'est peut-être en allant voir une expo. Vous ne savez pas. Mais vous devez être dans cette situation d'écoute. Parce que si vous n'êtes pas dans cette situation d'écoute, il se passe la deuxième chose liée à la chance, c'est la personne qui se lève en disant « de toute façon, je suis paumé. Ce switch, c'est une connerie, j'ai perdu 300 balles. » Et de toute façon, j'y arriverai jamais, donc je vais rester dans mon boulot, c'est mort. Ce qui est sûr, c'est que là, non seulement le signal sympa, vous n'allez pas l'avoir, parce que vous avez fermé les écoutilles, mais je vous promets une chose, le signal pas sympa, vous allez le voir. Et là, ça va être « ah je le savais, de toute façon, voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est mort ». Donc en fait, et là aussi, c'est pour faire le malin, c'est le chat de Schrödinger, le chat de la physique quantique à moi, qui est mort ou qui est vivant. C'est en fonction de l'état de conscience dans lequel se trouve l'observateur que vous allez voir un chat mort ou un chat vivant. Et ça, moi, ma recommandation, et c'est pour ça qu'en fait, finalement, la gestion de la peur, je m'en rends compte, puisque finalement, voilà, c'est typiquement ça. J'ai préparé une presse et je suis en train de vous raconter autre chose, mais c'est ça la vie. C'est que, en fait, là, je pense que l'un des points clés, finalement, l'un des messages clés que j'ai à vous livrer ce matin, c'est comment faire face à ces peurs et comment rester dans un climat d'écoute et de détente pour que la peur ne prenne pas le dessus et qu'on puisse recevoir justement les signaux qui vont permettre de faire ce switch et d'avoir la clarté d'esprit pour voir son intention, voir son angle de vue et peut-être avoir suffisamment cette représentation du monde qui permette de contourner les obstacles. Ça, cette presse, juste pour vous faire marrer aussi, je peux la faire exactement devant une start-up à des product managers. Pourquoi ? Parce que vous savez, vous avez entendu parler des pivots dans le monde logiciel quand on parle de pivoter un produit. Pivoter un produit, c'est exactement ce que je viens de vous raconter depuis ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, on a une intention, on fait un produit pour quelque chose, et puis en fait, à un moment donné, ça ne prend pas. On ne trouve pas l'adoption. Et donc on pivote, c'est-à-dire qu'on veut garder la même intention, mais on est obligé de trouver un autre chemin. Parce que finalement, le chemin qu'on a suivi pour atteindre son intention, on ne l'a pas. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui croient que pivoter, c'est renoncer. Non, pivoter, c'est le contraire de renoncer. Pivoter, c'est garder son intention, mais essayer de trouver un autre passage. Et donc, ce qui est très important, ça marche aussi bien là-dessus pour les product managers. Vous allez poser des questions à vos clients et c'est eux qui vont vous dire que finalement, ce chemin-là vous correspond peut-être plus. Donc, l'écoute, c'est clé. Et là, vous allez vous dire que je suis complètement dingue. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas écouter. Voilà, c'est bien. On est en plein paradoxe, en pleine contradiction. Alors pourquoi il ne faut pas non plus trop écouter? Pourquoi votre vie aujourd'hui tient sur un fil? Mais ce n'est pas grave de tenir sur un fil, on vit très bien sur un fil. Il faut écouter parce que sinon votre représentation du monde, les opportunités de l'univers, vous n'allez pas les saisir. Et il ne faut pas écouter parce que, comme le disait Henry Ford,
S'il avait écouté ses clients dans les années 30, il aurait été incité à faire des chevaux qui couraient plus vite, pas des voitures. Ce que Steve Jobs a largement paraphrasé en son temps, quand il a fait l'iTunes, l'iPhone, l'iPad, il disait il ne faut pas écouter ses clients. Pourquoi? Puisque Steve Jobs était dans l'innovation de rupture. Il y a plein de formes d'innovation. Il est dans l'innovation de rupture. Et par définition, la plupart des gens vont vous demander de faire quelque chose qu'ils connaissent déjà. Ce qui est antinomique avec le fait de créer une rupture par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. Alors c'est là aussi où vous êtes. Quand est-ce que vous savez que vous vous entêtez et que vous suivez la mauvaise direction? C'est en fait, vous voulez switcher, vous étiez pâtissier, vous voulez devenir sculpteur. C'est bien, mais si tout le monde vous dit « mais tu sais, la sculpture, c'est pas fait pour toi », et que vraiment tout le monde vous dit ça, des gens qui ont intérêt à ce que vous ne soyez pas sculpteur, des gens qui n'ont aucun intérêt à ça, des gens que vous connaissez depuis tout petit, des gens que vous ne connaissez pas, et que tout le monde vous renvoie la même chose de vous, à partir de quand vous allez vous dire « merde, la sculpture, c'est peut-être pas pour moi finalement ». Donc, où est le point d'équilibre entre le moment où il ne faut pas s'entêter et le moment où, comme je le disais, il ne faut pas écouter de trop non plus tous les gens qui vont vous dire « laisse tomber, c'est trop risqué ». Donc, c'est très compliqué. Et ça, il n'y a pas de recette pour ça. La recette, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais je crois que c'est une bonne chose parfois de se repérer à quelques piliers forts. Il faut essayer de bien regarder son intention et de se dire finalement, moi si vous voulez par exemple, mon intention étant de colorier la vie des gens, de créer et de vivre au sein d'une communauté, si je m'étais entêté dans la musique, je ne serais peut-être pas heureux alors qu'il est. À un moment donné, l'univers me poussant vers une autre direction, puisque c'est une autre histoire, mais une succession de hasards qui ont fait que je me suis retrouvé à la tête de Talentsoft, ce que je n'ai pas été chercher par moi-même, bah, j'ai bien fait d'écouter. Parce que finalement, j'ai quand même réalisé mon rêve, mais pas du tout de la façon dont je pensais. Mais par contre, je n'ai jamais trahi mon intention, et je n'ai pas trahi ce que j'étais, qui j'étais. Donc, voilà, c'est une ligne ténue, mais il n'y a pas de raison que ce matin, où vos intervenants ne passent que votre temps à vous dire « ça va être super facile, tu vas voir ». Non, si c'était si facile que ça, tout le monde serait pleinement heureux dans son job. Hein. Donc, c'est pas si facile que ça, il y a une ligne, mais par contre, sincérité, prise de recul, ferme sur son intention, tout ça, ça va vous donner des indications. Ben voilà, c'est pas mal, mon slide, donc il s'agit bien de trouver son équilibre. Et puis alors, ce qui est très important aussi, là j'ai paraphrasé Thomas Edison, qui expliquait que lui, il n'avait pas, quand il voulait faire l'ampoule électrique, il a eu, vous imaginez, des milliers d'expériences, il disait « j'ai pas échoué 1000 fois, j'ai réussi 1000 tentatives qui n'ont pas abouti ». C'est joli comme façon de le paraphraser. Alors à l'époque, on devait se dire « bon, il est con ». Non, non, il n'est pas con. Il n'est pas con, pourquoi? Parce que c'est le gars qui invente la culture de la start-up avant l'heure. Vous savez, le fameux test and learn des start-up, c'est-à-dire il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Et à chaque fois que je me plante, alors je vous invite vraiment à lire l'ouvrage de Charles Pépin, qui est récent, qui est un philosophe, ça ne s'invente pas. Hein. Charles Pépin a écrit Les Vertus de l'échec. Donc le mec qui a été prédestiné pour écrire ça, un philosophe qui est dans sa trentaine, qui est vraiment très très intéressant. Et lui, il dit une chose intéressante, il faut passer de la culture de l'échec à la culture de l'erreur. Donc, qui est une façon de parler finalement de tout ce que les startups vivent aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'à l'école, on nous a vraiment matraqué le fait qu'il ne fallait pas échouer. Alors, il ne fallait pas échouer en maths, déjà, parce que si on échouait en maths, on allait rater sa vie. Puis après, il ne faut pas échouer au bac français, puis il ne faut pas échouer au bac, puis après, il ne faut pas échouer à la fac. Puis bon, et puis alors évidemment, il ne faut pas échouer dans son choix, parce que le métier que vous allez choisir, vous en êtes d'ailleurs tous la preuve ce matin, c'est pour la vie, donc il ne faut surtout pas se tromper. Ah non, vous êtes, alors je ne dis pas que vous êtes trompé de métier, hein, les 40 ici. Ce qui est sûr, c'est que vous avez le courage, les 40 ce matin, de vous dire « est-ce que c'est vraiment ma voie ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ?» Et peut-être qu'il y a des personnes qui repartent, je ne sais pas si ça arrive d'ailleurs à l'issue des switches, ils repartent en disant « mais merde, en fait, je suis très bien où je suis, et c'est complètement ma voie. » Ça t'arrive ça ou... Ça arrive que le métier, c'est exactement le bon métier. En revanche, je suis peut-être pas dans la bonne boîte, je suis peut-être pas au bon endroit précisément, mais en revanche, qui repartent avec la conviction que le métier qu'ils font, et ils voulaient changer, hein. On a eu ça beaucoup avec des journalistes qui se disaient non mais je veux plus du tout être journaliste, et qui repartent en se disant en fait journaliste c'est fait pour moi mais je veux le faire autrement. Ouais, donc ça c'est vraiment intéressant, voilà, vous allez faire ces expériences-là, mais il n'y a pas d'échec. Et ce même Charles Pépin dit que l'erreur, c'est la façon proprement humaine d'apprendre. Je trouve ça joli. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, finalement, il faut se détendre. Vous pouvez même rater le switch. Vous pouvez se rater ce switch-là.
Pourquoi? Parce qu'il peut y en avoir un deuxième de switch, puis peut-être un troisième. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a même toute la vie pour essayer de se trouver. Et moi, je me dis souvent qu'une chose, c'est les Amérindiens qui disent ça. Les Amérindiens n'ont qu'un but dans la vie, c'est de mourir tranquille. Bon, chacun voit l'ambition à l'aune de ce qu'il veut, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que mourir tranquille, ça veut dire quoi? Ça exprime le fait qu'on a toute sa vie pour essayer de se trouver soi, finalement. On a toute sa vie pour essayer, à un moment donné, de trouver la voie dans laquelle on va s'épanouir. Et c'est la seule chose qui est intéressante. C'est la seule chose qui vaille d'être vécue, finalement. C'est d'essayer d'être complètement soi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'autre vie, en tout cas, peut-être, mais j'en sais rien là-dessus. Je ne suis pas assez joueur. Et j'ai envie de faire que cette vie me permette de m'épanouir. Parce que si vous réfléchissez bien, c'est pour vous rassurer, pour tous les gens qui vont vous emmerder à votre dîner ce soir sur votre connerie de Twitch, c'est quoi l'autre option? Quelle est l'autre option à essayer de s'épanouir dans sa vie? Il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Alors quand vous n'êtes pas bien dans votre job, quand vous voulez, il est trop à l'étroit, il n'est pas comme vous voulez, c'est pas le bon job, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon pays, c'est pas avec les bonnes personnes, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous n'avez qu'une vie, vous n'avez pas de temps à perdre. Et je peux vous dire, pour connaître un paquet de gens qui étaient des très gros managers, qui ont tout lâché, qui ne managent plus personne, qui avaient un paquet de blé, qui ont tout perdu et qui ont recommencé un truc sans argent, j'en connais vraiment, et je peux vous dire que l'épanouissement, bien malin, celui qui pourra dire par quoi il passera. Et vous n'êtes là que pour ça ce matin, en fait. Par savoir pourquoi vous allez être épanoui. Donc finalement, la conclusion qui n'en est pas une, parce que je vais peut-être ouvrir, on a le droit de poser une ou deux questions, ça? Bien sûr. Ok. C'est vraiment, et je suis encore dans le temps parce que je n'ai pas de montre. J'ai éclaté le temps, hein, je pense que... Ouais, je vais juste m'arrêter là pour prendre quelques questions si vous voulez. Voilà, moi je peux juste vous conseiller une chose, et le seul intérêt de ce que je viens de vous dire, il n'y en a qu'un, c'est qu'en tout cas, vous pourrez penser ce que vous voulez de l'heure que vous êtes passé avec moi, mais en tout cas, je vis littéralement ce que je vous ai dit. J'ai switché plusieurs fois, j'ai fait des études qui n'avaient aucun sens. Quand on est docteur en intelligence artificielle, on n'est pas censé faire une boîte de conseil à management à 27 ans en s'associant avec un psychiatre. Pour 10 ans plus tard, se remettre dans le logiciel. Tout ça en ayant fait 5 ans de la musique, ça n'a aucun sens. Le seul sens que ça avait, c'est qu'en fait, j'ai essayé de poursuivre cette intention pour m'épanouir. Et donc moi, la seule conclusion, c'est il n'y a aucun risque, mais aucun risque, à justement en prendre pour s'épanouir. Le seul risque que vous pouvez prendre, c'est de vous enfermer dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas heureux. Et ça, c'est plus qu'un risque, c'est la certitude à la fin de le regretter. Donc, allez au bout de votre switch, soyez totalement ouverte et ouvert, prenez tout, affrontez toutes vos peurs, toutes vos envies, comme si tout était possible et rien n'était insurmontable, et il sera bien temps de vous demander comment faire le premier pas. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin.